télé, radio et digital. Good Morning Business. Consommer responsable en limitant le plus possible notre empreinte carbone, sujet évidemment d'actualité alors que la France subit actuellement les conséquences du réchauffement climatique. On va en parler avec Stéphane Gallard, directeur marketing de Grand Sale. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Grand Sale, c'est une chocolaterie basée dans le Finistère avec une particularité. Vous importez plus de la moitié du cacao que vous utilisez à bord d'un voilier cargo, donc pratiquement sans émission de CO2. Et ce sera bientôt la totalité de vos importations de cacao sans CO2, puisque vous allez accueillir un deuxième voilier. Exactement, bonjour. Nous avons déjà un premier voilier cargo, donc, qui est le premier voilier cargo moderne au monde, d'une capacité de 50 tonnes et 24 mètres de longueur. Et c'est, comme vous l'avez dit, insuffisant pour l'instant pour assurer 100% de nos besoins de transport, pour répondre à la production terrestre. Donc nous avons déjà lancé, la construction est en cours, la construction d'un deuxième voilier cargo, qui celui-ci sera beaucoup plus gros, puisque ce sera 52 mètres et une capacité de chargement de 350 tonnes. Donc on multiplie par 7 la capacité de transport, ce qui était nécessaire justement pour pouvoir assurer l'ensemble de nos besoins de transport pour répondre à la demande heureusement grandissante pour nos produits. C'est un gros investissement, l'achat d'un voilier. Le premier était, on va dire, un prototype, donc c'était environ 2 millions d'euros, ce qui, par rapport à la taille de l'entreprise, reste quand même conséquent. Mais effectivement, là, sur le prochain, c'est un investissement d'à peu près 10 millions d'euros, qui est quand même beaucoup plus conséquent, nécessaire néanmoins. Mais voilà, il faut avoir les reins solides pour quand même assumer, on va dire, ce type d'investissement. Alors, vous allez le rentabiliser en partie en développant une activité de fret vers les États-Unis, puisque vous importez du cacao, mais il ne faut pas que les bateaux repartent à vide. Exactement. Alors ça, c'est un peu nouveau puisque jusqu'à maintenant, on avait tendance à travailler de manière intégrée, c'est-à-dire que les activités terrestres étaient intégrées avec une activité de transport maritime. Nous étions en fait notre propre client. C'était une manière de réussir à nous déconnecter des pressions économiques de la logistique maritime mondiale et justement de concrétiser tout ce projet. Mais là, puisqu'on va augmenter de manière significative les volumes de transport, et non seulement les volumes de transport, mais également les fréquences de départ, puisqu'aujourd'hui on est capable de faire 2 boucles transatlantiques par an, et avec le prochain on fera minimum 3 boucles transatlantiques par an. Donc c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir remplir cette cale décarbonée. Et donc effectivement, nous lançons dorénavant une offre à proprement parler pour pouvoir transporter de manière décarbonée à la voile des produits et des biens de différents clients. Stéphane, comment est venue cette idée de développer du transport par voilier ? Alors c'est un constat, les deux fondateurs, Jacques et Olivier Barrault, en fait, proviennent du monde maritime et notamment des énergies renouvelables, donc des parcs éoliens offshore. Donc pour eux, c'était une sorte d'évolution assez naturelle dans leur carrière, de s'appliquer en fait à utiliser le vent pour réussir à décarboner différents types de consommation. Donc ça a été d'abord pour générer de l'électricité renouvelable et ensuite ça a été justement pour pouvoir fournir une sorte de moyen de transport décarboné, sachant que plus de 90% du commerce mondial passe par les voies maritimes. Donc eux s'étaient dit comment est-ce qu'on attaque ce sujet-là, et donc pour déployer le vent, qui reste aujourd'hui la meilleure façon de réussir à réduire l'empreinte carbone du transport maritime, eh bien rien de mieux que mettre un mât et des voiles. Alors cela implique hélas pour l'instant le faire à petite échelle, c'est pour ça que nos navires restent quand même relativement petits. Quand je dis 350 tonnes pour le prochain navire, c'est l'équivalent de 240 palettes. Donc c'est pas non plus énorme, mais on est capable de réduire l'empreinte carbone de plus de 90% avec ce type de transport. Donc il faut réussir à terme, effectivement, de déployer le vent sur des navires beaucoup plus importants en termes de taille. Et il y a d'autres entreprises qui sont en train de s'y coller. Nous, pour l'instant, on a plutôt vocation à rester sur des navires de type, on va dire, pur voilier. Voiliers de charge, donc qui sont conçus pour transporter des marchandises, mais qui utilisent un système de gréement, donc des voiles, des mâts, relativement classiques, et ça reste aujourd'hui le plus efficace. C'est plus écologique, mais est-ce que c'est plus économique également ? Alors, on va dire que la partie économique, aujourd'hui, nous, on arrive à l'intégrer dans un produit à forte valeur ajoutée, donc qui sont notamment les tablettes de chocolat et nos cafés.
Donc il y a quand même une limite sur ça. Ça va s'appliquer aujourd'hui pour le rendre économiquement viable sur des produits à forte valeur ajoutée. On ne peut pas encore transporter, on va dire, des matières premières lambda, des produits qui n'auraient pas à terme en fait la capacité à absorber le surcoût que le transport par voilier génère. On va estimer à 3-4 fois plus cher le coût du transport lié à l'utilisation de la voile. Ce qui est d'ailleurs non pas lié à la voile en tant que telle, c'est plutôt lié à la taille du navire. Puisque pour pouvoir faire du transport à la voile, aujourd'hui, cela implique, comme je le disais, d'avoir des navires plus petits. Et donc, qui dit navire plus petit, dit forcément des coûts d'opération et des coûts de transport plus élevés à l'unité, puisque si on peut mettre plus de choses sur le même trajet, évidemment, le coût est réduit. Donc c'est en fait surtout de là que provient les écarts de prix. Donc, à terme, des solutions arriveront, et il y en a qui sont en cours de test actuellement, pour justement déployer ça à plus grande échelle. Vous en faites un argument marketing central. Évidemment, quel est le profil de votre clientèle? Est-ce que c'est forcément accessible à tout le monde ou est-ce que c'est réservé, j'aime pas bien le mot, mais à une clientèle un peu bobo? Alors justement, nous, on essaie de casser les codes en proposant des produits qui sont bons. Évidemment, ça c'est quand même la qualité primordiale, d'avoir des produits qui sont bons, donc tout le travail de sourcing, de mise au point des recettes, des produits qui sont bio, donc tous nos produits sont en bio, et quand même accessibles au plus grand nombre de personnes. Donc on a visé une stratégie de distribution et une stratégie de pricing qui permet d'avoir des tablettes en dessous de 3 euros, autour de 3 euros. Donc pour une tablette de 100 grammes, ce qui reste quand même, alors certes un peu plus cher que des produits, on va dire, conventionnels, mais qui ne sont pas excessivement chers, ce qui fait que quelqu'un, un consommateur classique, on va dire, même avec un petit portefeuille, peut se dire, au lieu d'acheter 3 tablettes à 1 euro, je vais prendre une bonne tablette, je fais un choix avec mon portefeuille, et philosophiquement, je suis prêt à faire cet effort. Donc nous, on a des clients, en fait, nos clients viennent de tout type d'horizon, et c'est pas juste effectivement une clientèle UP. Est-ce que vous constatez une amélioration sur le front des matières premières? La Banque de France, dans son dernier rapport, dit que les choses sont en train de s'améliorer en termes de disponibilité et aussi peut-être un peu en termes de prix. Alors, le cacao est resté relativement stable depuis 2 ans, on va dire, depuis la crise Covid. Donc c'est aussi ce qui nous a permis de continuer. Le café, néanmoins, a subi des hausses assez significatives, très significatives même. Donc sur le café, effectivement, ça reste encore un petit peu tendu. Sur le cacao, ça va. On a eu des soucis pendant un moment sur de l'approvisionnement des emballages pour nos tablettes, notamment, donc les disponibilités de carton donc on a l'impression quand même qu'effectivement ça a l'air de se rectifier, ça a l'air de s'améliorer cette situation-là. On sent un petit peu moins la pression et les coûts ont tendance à redescendre un tout petit peu malgré l'inflation. Une dernière question, est-ce qu'il faut augmenter les salaires à votre avis? C'est un débat qui divise actuellement les fédérations patronales. Est-ce qu'il faut relever le salaire de vos collaborateurs pour compenser l'inflation? Alors on pense que de manière générale la réponse est oui, et nous chez Grain de Sel on le fait, donc personne n'est au SMIC déjà chez nous, ça c'est une politique déjà en place depuis quelques temps. On a augmenté durant la crise Covid et au début de la période inflationniste. Donc oui, la réponse est clairement oui, et ça permet de effectivement assurer un niveau de vie. Après il faut que chaque entreprise puisse aussi digérer, absorber cette augmentation. Donc nous avons une politique sociale chez Grain de Sel forte qui nous permet de le faire, à condition que pour l'instant les consommateurs nous suivent aussi sur l'achat de nos produits.